Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très bonne santé, vous et votre famille. Alors bienvenue dans le cadre de cette quatrième séance de module Introduction à l'étude du droit, un module que je partage avec le professeur Salah Din Matsouk qui va intervenir par la suite. Bien entendu, je vais faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu. Donc, rapidement, on avait commencé par définir le terme droit, dans le sens où le droit signifie le droit objectif ou positif, et le deuxième sens, le droit subjectif, c'est-à-dire un ensemble de prérogatives que la loi accorde à une personne à l'égard d'une autre personne ou à l'égard d'une chose. Bien entendu, on a consacré la première partie au premier sens du droit, avec un D majuscule qui signifie l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent le comportement d'un individu dans un état donné à un moment donné, comme le droit pénal marocain, le droit commercial, le droit du travail, le droit immobilier, le droit de la concurrence, etc. Alors, dans un premier chapitre, on s'est intéressé à la classification, plutôt au caractère de la règle de droit. On a dit que le droit se distingue des autres règles sociales, des règles religieuses, des règles morales, parce que les règles de droit sont des règles obligatoires, accompagnée d'une sanction, et aussi la règle de droit est une règle générale et abstraite, et enfin la règle de droit est une règle sociale. Par la suite, on est passé à la classification des règles de droit ou les divisions de droit. On a dit que la distinction dans le droit objectif ou le droit positif, on distingue le droit privé et le droit public, et aussi un droit mixte qu'on verra par la suite. Alors, tout d'abord, la première section de la séance dernière a été consacrée aux différentes matières de droit privé. On a dit que le droit privé, c'est l'ensemble des règles juridiques qui réglementent les relations entre les particuliers. On pourrait dire tout simplement que le droit privé réglemente les rapports entre les personnes privées qui relèvent du droit privé, et ceux dans lesquels interviennent des personnes publiques parfois. Dans ce cas-là, on parle du droit public. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la distinction droit privé et droit public connaît une incertitude. Ce que je veux dire par là, c'est que l'incertitude règne sur le point de savoir quel est le critère de distinction entre ces deux grandes branches. Et on pourrait dire tout simplement que le droit étant l'ensemble des règles qui régissent les rapports des personnes entre elles, on distingue les rapports entre personnes privées qui relèvent du droit privé et ceux dans lesquels interviennent des personnes publiques auxquelles s'applique le droit public. Et pour ce qui est de critères de distinction, on peut dire que pour asseoir cette distinction, on propose, la doctrine propose deux critères principaux tenant à l'objet et aux finalités du droit privé et du droit public. C'est-à-dire que pour le premier critère, le droit privé régit les rapports des particuliers entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit leur nature économique ou non, ou plus généralement l'activité des particuliers. Par exemple, le mariage, les divers contrats, la construction ou la location d'un logement, etc. Or, par particulier, on entend les individus, les personnes physiques, mais aussi des groupements tels que les sociétés civiles ou commerciales, les syndicats, les associations de toute nature, les personnes morales, donc c'est ce qu'on appelle d'une manière générale les personnes morales. A l'inverse, le droit public tend à organiser l'État et les collectivités publiques et à agir ou je dirais, afin de régir leurs relations avec les particuliers. Donc voilà pour ce premier critère. Un deuxième critère, à travers lequel on constate que le droit public recherche la satisfaction de l'intérêt général, d'une part, et assure l'exécution de la puissance publique. Alors que le droit privé, comme on vient de le dire, est au service de l'intérêt de l'individu, il protège les intérêts des particuliers. Or, cette idée n'est pas complètement juste, car même le droit privé
tend à protéger la société et l'intérêt général, par exemple dans le cas des responsabilités civiles délictuelles. Étant donné que l'article 77 et 78 du IOC disposent que toute personne qui cause un dommage à autrui doit réparer le dommage qu'il a causé. De son côté, le droit public tend également à la protection des intérêts individuels. Et là, en dépit des privatisations, l'État se livre parfois à des activités semblables à celles des particuliers. Donc, on pourrait chercher d'autres critères de distinction tels que la compétence des juridictions, l'action de l'État et les collectivités ne peut être contrôlée par un juge de l'ordre judiciaire, mais par un juge spécial qui relève de l'ordre administratif. Les règles de droit applicables aussi, les règles qui figurent dans les codes civils de commerce ne s'appliquent pas aux personnes publiques. Exemple, les contrats administratifs et les prérogatives exceptionnelles dont disposent l'État et les collectivités publiques, donc décision unilatérale, expropriation, etc. Ce qui n'est pas le cas des particuliers. Donc, dans les facultés de droit marocain, certaines matières sont enseignées comme étant des matières classiques de droit privé. Et ce sont des matières auxquelles je me suis consacré, ou j'ai consacré développement lors de la 3e séance. Étant donné que les principales matières dans la branche droit privé restent, comme nous l'avons vu, le droit civil, le droit commercial, le droit du travail ou le droit social et le droit international privé. Et pour les matières droit public, qu'on va voir aujourd'hui, donc les matières de droit public, je vous rappelle, comme nous l'avons vu, le droit public est formé par l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent l'organisation de l'État et des collectivités publiques, comme les provinces, les préfectures, les villes, etc., les communes, etc. Il régit aussi les relations de ces entités avec les particuliers. Dans ce cas, nous sommes en présence de droit public interne. Mais lorsque les relations juridiques visent d'autres États ou d'autres organisations internationales ou régionales, c'est le droit public international qui prend place. Donc, on va commencer par la première sous-branche du droit public, le droit public interne. Parmi les matières qui constituent le droit public interne, incontestablement, on trouve le droit constitutionnel et le droit administratif sont les matières les plus importantes. Les matières telles que les finances publiques et les libertés publiques commencent à s'émerger ces dernières années aussi. Donc, première matière de droit public interne, le droit constitutionnel. Alors, l'appellation constitutionnelle vient du fait que la source principale de cette matière est la Constitution. C'est le droit qui se trouve à la tête de la pyramide des règles juridiques. Toutes les autres règles de droit doivent s'y soumettre dans le cadre de la hiérarchie des règles de droit. Le droit constitutionnel est le droit qui fixe les règles de base de l'organisation générale de l'État. Il fixe les prérogatives et les limites des différents pouvoirs, comme les différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En plus, le droit constitutionnel permet d'étudier aussi les différents régimes existants, tels que le régime de la monarchie, le républicain, socialiste, libéral, etc. Le droit constitutionnel aussi détermine la forme de l'État, unitaire ou fédéral ou cofédéral, et ses éléments constitutifs, le territoire, la population, la nation, la souveraineté, etc. Le droit constitutionnel aussi détermine les attributions de chaque organe de l'État, comme le roi, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire,
Et vous savez très bien que l'histoire politique du Maroc a connu 6 constitutions. Celle de 62, 70, 72, 93, 96 et 2011. La dernière de 2011 qui a beaucoup innové. C'est un texte qui est très bien fait et qui est composé de 180 articles et qui a apporté beaucoup de nouveautés, notamment le dernier chapitre concernant la bonne gouvernance. Donc voilà pour la première branche de base du droit public interne, à savoir le droit constitutionnel. La deuxième branche du droit public interne est le droit administratif, le qanun al-idari. Ce droit qui émerge du premier, c'est-à-dire le droit constitutionnel, est communément appelé le droit administratif. Ce droit a 2 fonctions principales. Il permet de connaître l'organisation interne de l'administration, notamment l'État, les établissements publics, communes, provinces, préfectures, ainsi que les pouvoirs attribués aux autorités publiques, tels que le chef de l'État, les ministres, les gouverneurs, etc. Il permet aussi de régir les rapports qui peuvent exister entre l'administration et les particuliers, notamment les moyens d'action et les différents qui peuvent naître à travers des litiges, bien entendu. Donc voilà, et je vous rappelle qu'en matière de droit administratif, c'est un module que vous allez avoir, Inch'Allah, en S2, et les régimes administratifs diffèrent selon les pays. Il y a des pays où ils appliquent le principe de la centralisation, et d'autres pays applique le principe de la décentralisation, c'est le cas du Maroc. Donc voilà pour la deuxième matière du droit public interne, le droit administratif. Après, nous avons une troisième matière du droit public interne, les finances publiques. Avec, bien entendu, l'importance du budget de l'État et la nécessité d'une meilleure utilisation des fonds publics, ce droit, qui jusqu'à une époque récente faisait partie intégrante du droit administratif, s'est détaché pour prendre son autonomie par rapport à ce dernier. Les finances publiques ou droit public financier est le droit qui s'intéresse à l'étude des règles se rapportant au budget général de l'État et ses démembrements. Ce droit détermine les moyens permettant à l'État, qui parfois la contraint à se procurer des recettes, et fixe aussi les modalités des dépenses du budget. Donc, droit constitutionnel, droit administratif, les finances publiques, la quatrième matière de droit public interne, les libertés publiques. C'est une matière qui, durant ces dernières années, a pris une importance capitale avec les voix qui se sont levées à travers le monde pour défendre les droits de l'homme. La majorité des pays a consacré, directement par des textes législatifs ou indirectement par la pratique, un certain nombre de libertés publiques comme la liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté d'association, liberté de presse, liberté d'expression, etc. Et j'attire l'attention que toutes ces libertés sont prévues dans le cadre de du premier chapitre, ou le titre 1 de la Constitution marocaine de 2011. Ce droit permet, donc les libertés publiques, permet l'étude des différentes libertés et les moyens pour les sauvegarder. Voilà ce qu'on peut dire sur les matières de base du droit public interne. Je rappelle que sont le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit ou les finances publiques, les libertés publiques. Maintenant, qu'en est-il du droit international public? Alors, pour ce qui est du droit international public, un État, quelle que soit son importance économique, géopolitique, ne peut s'enfermer dans ses frontières. C'est normal. Les relations internationales sont devenues indispensables, voire cruciales pour l'épanouissement et le développement d'un pays. C'est le droit international public qui permet de mettre en place ces relations. Le droit international public est donc le droit qui régit les rapports qui peuvent exister entre les États d'une part et entre États et organisations régionales et internationales d'autre part. Il réglemente de ce fait
le statut, l'organisation, le fonctionnement et les relations de ces différents groupements, bien entendu. Ainsi, ce droit englobe des domaines très divers. C'est lui qui permet de définir les composants d'un État et permet aussi de régler les conflits frontaliers. On peut dire que cette discipline, en dépit de son importance, est fortement contestée, car ce qui caractérise la règle de droit des autres règles de conduite, c'est le pouvoir de sanctionner. Et on peut prendre comme exemple ou comme sous-branche du droit international public le droit de la mer. Ce droit de la mer qui a fait l'objet d'une réglementation internationale à travers la Convention de Montego Bay de 1982. Cette convention a réglementé le partage de la mer entre les États. Et à partir de cette convention de Montego Bay, chaque État peut délimiter sa zone maritime depuis, je dirais, la ligne de base, c'est-à-dire une barre droite qui touche tous les points terrestres maritimes d'un État, et en commençant par les zones intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë et la zone économique exclusive. Et pour chaque zone, la Convention de Montego Bay fixe 12 miles. 12 miles marins. Un mile est égal à 1,7 km. Donc, de même, il existe aujourd'hui des tribunaux internationaux, notamment la Cour internationale de justice. Toutefois, ces décisions, il faut le dire, ne s'appliquent que si l'État auquel il s'adresse veut bien s'y soumettre. Donc, c'est vrai, on peut dire qu'on a un véritable droit international public, mais malheureusement, c'est un droit dans lequel la sanction fait défaut. Cette absence de sanction a fait dire à certains juristes que le droit international public n'est formé que par un ensemble de règles morales et de règles d'usage s'adressant aux États sans aucune contrainte. En fait, cela est vrai en partie, mais la pratique montre que bon nombre d'États se soumettent volontairement aux règles de droit international public. La sanction super-étatique a fait son apparition ces dernières années. C'est à partir de la première guerre du Golfe et suite à l'effondrement de l'Union soviétique, un consensus international s'est formé autour de la nécessité du respect des décisions internationales de certains pays membres de l'ONU qui se sont intervenus, bien entendu. Force est donc de constater que le droit international public commence lui aussi de se doter de la sanction qui constitue le principal critère d'identification de la règle de droit, comme on a vu dans le cadre de la première section. Bon, un dernier mot, s'agissant de ces sources, le droit international public tire ses règles essentiellement des traités internationaux, de la coutume internationale, des principes généraux du droit et de la jurisprudence internationale, bien entendu. Telles sont les principales matières du droit public, qui sont les matières, maintenant, la question qui se pose, après avoir vu les matières de droit privé et les matières de droit public, je vous ai dit qu'il existe des matières mixtes. Des matières mixtes, c'est-à-dire des matières à cheval entre le droit privé et le droit public. Alors, ils sont appelés matières mixtes parce que ces matières sont à cheval entre le droit public et le droit privé. D'où la difficulté de les classer parmi l'une de ces deux grandes branches. Il s'agit principalement du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire privé. S'agissant du droit pénal, ce droit, qui parfois appelé droit criminel, se subdivise pour donner le droit pénal général et le droit pénal spécial. Le droit pénal général est formé par l'ensemble
des règles qui définissent et préviennent et sanctionnent les infractions. L'étude du droit pénal général est souvent faite en deux parties. La première est réservée à la théorie générale de l'infraction, c'est-à-dire la définition et la classification des infractions, les éléments constitutifs de l'infraction, tels que l'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel. La deuxième partie est généralement consacrée aux sanctions pénales, les diverses sanctions pénales, comme ainsi que les cas d'atténuation, les circonstances atténuantes, les circonstances aggravantes et les modalités d'exécution des sanctions. Le droit pénal, après on trouve aussi le droit pénal spécial. Le droit pénal spécial, qui nous donne une énumération des divers agissements criminels, en précisant les éléments constitutifs et les sanctions qui s'appliquent. C'est lui qui nous permet de qualifier par exemple le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le meurtre, etc. Le droit pénal, donc, est une matière mixte du fait qu'on ne peut le classer ni parmi le droit public, ni parmi le droit privé. C'est ainsi, lorsqu'un délinquant trouble l'ordre établi et porte atteinte à la sécurité et à la paix publique, l'État intervient pour restaurer à nouveau la quiétude au sein de la société en recherchant, en condamnant, et même en sanctionnant le délinquant. Vu cet angle, le droit pénal est incontestablement un droit de nature publique. Par ailleurs, les droits lésés sont des droits privés. La victime qui s'oppose au délinquant n'est qu'un particulier. Le procès qui est intenté vise aussi à assurer une justice privée, réprimer le vol pour protéger les biens de l'individu condamné, le meurtre aussi pour sauvegarder l'intégrité physique des citoyens. Donc, ce droit vise donc à protéger les intérêts privés et là, par conséquent des affinités avec le droit privé. Ainsi, ce droit vise à la fois les intérêts privés et les intérêts publics, d'où son classement parmi les matières mixtes. Deuxième matière mixte, comme on a annoncé tout à l'heure, la procédure pénale. C'est une discipline qui appartient à deux ensembles. Le contexte criminel et le contexte procédural. Cette matière vise à faire appliquer le droit pénal et la politique criminelle d'un État. S'agissant du droit pénal, on s'aperçoit que la procédure se situe entre l'infraction et la mesure pénale. C'est le temps consacré au procès pénal. Il est imposé par le principe de la légalité des délits et des peines. Principe exprimé sous l'adage « pas de peine sans jugement ». Cela veut dire qu'aucune mesure pénale ne peut être infligée à une personne avant le déroulement du procès pénal. Principe qui est consacré par notre Constitution de 2011. La procédure pénale apparaît donc comme une condition nécessaire pour l'application du droit pénal. S'agissant de la politique criminelle, grâce à la procédure pénale, l'État vise à intimider et à dissuader les criminels à ne pas commettre d'infractions. Et aussi découvrir les infractions et les délinquants. Enfin, choisir une mesure pénale appropriée. Pour arriver à ces fins, la procédure pénale passe par plusieurs phases. Première phase, la phase policière, l'enquête et recherche des infractions et des délinquants, et aussi l'instruction des dossiers. La deuxième phase, judiciaire, le tribunal compétent, les instructions, l'action publique, etc., pour obtenir une condamnation. Et la troisième phase, pénitentiaire, c'est la phase importante. En effet, l'école de la défense sociale et la majorité des criminologues mettent l'accent sur la rééducation des criminels et leur réinsertion dans la société. Donc, c'est pourquoi on dit que la procédure pénale est une matière mixte. La troisième matière mixte, le droit judiciaire privé.
On l'appelle aussi procédure civile. Cette matière a pris son autonomie du droit civil pour former une discipline indépendante. Le droit judiciaire privé permet de définir les règles de mise en œuvre des droits privés devant les diverses juridictions civiles, depuis le dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal de première instance jusqu'à la phase du prononcé de la décision. C'est ce qu'on appelle l'instance. Aussi, ce droit permet de connaître l'organisation judiciaire du pays à travers la compétence du tribunal, leur composition, leur organisation et le fonctionnement des différentes juridictions. Le droit judiciaire privé est une matière mixte du fait que si on prend en considération le premier objectif, à savoir le déroulement des procès civils et la matière dont les particuliers peuvent obtenir leurs droits, c'est une matière de droit privé. Mais si on se réfère à son second but, à savoir l'organisation judiciaire, on devrait le classer parmi les matières de droit public, vu qu'il vise à organiser un service public. Donc voilà, pour conclure, je peux vous dire que telles sont les principales branches de droit, avec la remarque qu'on peut enregistrer actuellement une multiplication des matières par création, par subdivision au sein des principaux droits, donc tels que le droit bancaire, le droit de la propriété industrielle et le droit de propriété littéraire sont devenus des sous-produits du droit commercial. Le droit de la sécurité sociale et le droit de l'immigration sont détachés du droit social. Le droit foncier et le droit rural, qui faisaient partie du droit civil jusqu'à une date récente, ont pris maintenant leur autonomie. Donc le droit évolue et aussi l'autonomie, c'est-à-dire une fois qu'il évolue, la matière devient importante et il a sa pleine autonomie. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la classification, les divisions des différentes règles de droit à travers le droit privé, le droit public et des matières mixtes. Je m'arrête là parce qu'on va commencer un nouveau chapitre. J'attire votre attention avant de vous quitter que ce cours est adressé aux étudiants de la première année, Introduction à l'étude de droit, groupe 1 et 2. C'est un module que je partage avec le professeur Salah Din Massouk. Je vous remercie et à très bientôt.